Bonsoir à tous et bienvenue sur le cours de F6 KGL. Ce soir, nous allons voir le début du chapitre 4, puisque ce chapitre va être vu en deux parties. Première partie ce soir et deuxième partie vendredi prochain. Et on va parler du journal de bord, des différents types d'exploitation d'une station et des sanctions. Entre autres, ce sont les grosses têtes de chapitre. Alors, petit préambule de cette partie, et c'est valable en fait dans tout ce que l'on a vu jusqu'à présent, mais surtout ce soir, il ne faut pas confondre les obligations réglementaires, c'est-à-dire ce qui est écrit dans les textes en vigueur, et ce sur quoi portent les questions d'examen, puisque c'est là-dessus que vont porter les questions d'examen, c'est sur les obligations réglementaires, et puis l'usage et les habitudes des radioamateurs. On avait vu déjà cette problématique la semaine dernière avec la table d'épellation de l'alphabet et le code Q. Et là, on va voir d'autres cas de figure où on a des obligations réglementaires, et donc ce qu'il faut connaître, et puis l'usage des radioamateurs qui n'est pas exactement pareil. Évidemment, c'est ce qui est écrit qu'il faut savoir. Ça semble bête, mais c'est comme ça. Premier point, c'est le journal de bord. Donc le journal de bord, c'est en fait un livre ou un fichier dans lequel vous notez tous les renseignements relatifs à l'activité de la station. Et quand on parle activité de la station, c'est la station d'émission. C'est à chaque fois que vous passez en émission que vous devez mentionner ces renseignements sur ce document qui s'appelle journal de bord. Alors, journal de bord, personne dans les radioamateurs utilise ce terme. Tout le monde va parler du journal du trafic ou du carnet de trafic. Mais c'est bien la même chose. D'accord ? Journal de bord, c'est un terme plutôt réglementaire. Embarqué. Voilà, c'est plutôt réglementaire. Et donc, dans ce journal de bord, on doit inscrire la date et l'heure de la communication. Donc, quand on parle en fait de communication, là, c'est pas écrit, mais ça sous-entend derrière que c'est en fait toute période d'émission. Par exemple, je lance un appel, personne ne me répond, ça s'appelle un appel infructueux. Pour autant, je suis passé en émission pour appeler. Et donc, même si personne ne m'a répondu, il faut que je le note dans mon carnet dans mon journal de bord. C'est tout. Voilà. Et donc, pour chaque contact, pour chaque période d'activité, il faut noter la date et l'heure de communication. Donc, date, il n'y a pas de débat, c'est le calendrier grégorien qu'on utilise, donc tout va bien. L'heure, c'est un peu plus délicat parce que est-ce qu'on utilise l'heure GMT, le temps universel en français, l'heure locale? On fait ce que l'on veut, mais ce qui est important, c'est d'utiliser toujours le même système. Moi, perso, je vous conseille plutôt d'utiliser l'heure de communication et en GMT, puisque la plupart du temps, quand vous écrivez après, si vous écrivez encore des QSL, c'est cette heure GMT que vous allez inscrire sur votre carte QSL. Donc autant que ce soit cohérent pour retrouver le contact. Mais si ça vous chante d'écrire en heure légale, pas de problème. Ce qui est important, c'est de toujours utiliser le même système. Il faut noter l'indicatif du correspondant
de votre correspondant. Et si c'est un appel infructueux, il faut écrire appel infructueux. Ne pas oublier, dans le cas de la station d'un radioclub, d'indiquer aussi l'indicatif de l'utilisation de la station, puisqu'il faut, dans le cadre d'un radioclub, ça ne peut pas s'opérer tout seul. Il y a toujours un opérateur qui a un indicatif. Et donc pour un radioclub, il va y avoir du coup deux indicatifs sur le journal de bord, l'indicatif de l'utilisateur de la station et l'indicatif du correspondant, la personne qu'on a contactée. L'opérateur qui opère sur le, comme dit Dan en ce moment. Oui. Il faut qu'il note. Il doit noter sa présence, lui. Oui. Mais aussi l'indicatif du correspondant. Non, et du radioclub. Ah non, on sait que c'est pas facile. Non. On sait que, puisque le journal de bord, c'est le journal de bord de F6 KGL. Ah oui, forcément. Donc on sait qu'il n'y a que ça qui est utilisé. On doit aussi indiquer la fréquence d'émission, et on parle bien la fréquence d'émission. Donc attention, dans le cas où vous êtes sur un relais, c'est pas la fréquence qui va être affichée, puisque c'est la fréquence de réception qui est affichée. On parle bien de la fréquence d'émission. À chaque fois, il faut se dire le journal de bord, c'est pour l'activité d'émission. Donc à chaque fois, on se raccroche à ça. Et puis, enfin, quatrième chose à noter, c'est la classe d'émission. Et quand on parle de classe d'émission, c'est la classe d'émission comme on a vu avec le chapitre 1, c'est-à-dire avec la codification, par exemple en FM, c'est F3E, si on est en téléphonie. Voilà. Donc n'oubliez pas, classe d'émission, c'est pour ça que ces classes d'émission, il faut les connaître puisqu'elles doivent figurer sur le journal de bord. Alors, dans la vraie vie, la plupart du temps, la classe d'émission, quand on est en FM, on ne marque pas F3E, on met FM. Et puis enfin, ou BLU, ou C12, enfin, voilà. Et d'ailleurs, la plupart du temps, dans les journaux de bord informatisés, c'est des coches ou un menu déroulant. Et dans le menu déroulant, il n'y a jamais marqué J3E, F3E, A1A et tout ça. Donc, voilà. Moi, je vous donne la règle du texte. Dans la vraie vie, encore une fois, c'est pas exactement comme ça. Et enfin, c'est pas... Enfin, ce fut écrit, ce n'est plus écrit maintenant, mais évidemment, en cas de trafic portable ou en mobile, alors, en mobile, c'est pas facile, mais en portable, c'est quand même plus facile, c'est d'indiquer le lieu d'émission. GPS, par exemple ? Oui, ou si vous êtes à votre maison de campagne, voilà. Alors c'est vrai qu'en mobile, c'est un peu difficile parce qu'on était sur la route entre tel endroit et tel endroit, donc là je comprends que c'est plus difficile à écrire, mais tout au moins on pourrait indiquer si on est en portable ou en mobile tout simplement, sans préciser l'endroit précis où on est, mais en tout cas c'est pour dire je ne suis pas à l'adresse indiquée sur ma notification d'indicatif d'appel. Donc on va parler, pas aujourd'hui, mais un peu plus tard. Le journal de bord doit être constamment à jour. Quand c'est fait de manière informatique, pas de problème. Normalement, c'est quasiment, puisque vous rentrez l'indicatif, date et heure, ça se fait automatiquement. La fréquence, pour peu que vous soyez équipé d'un système qui récupère la fréquence sur le transmetteur, ça marche automatiquement. Il n'y a guère plus qu'à saisir l'indicatif
Voilà, le reste se fait quasi automatiquement. Donc ça doit être constamment à jour. Présenté aux fonctionnaires chargés du contrôle, alors on va voir qu'en fait, ce sont donc les fonctionnaires de la NFR, et s'ils viennent contrôler votre station, par exemple, vous vous êtes plaint de brouillage, la première chose qu'ils vont venir constater, c'est que votre journal de bord est bien à jour. Voilà, alors même si le brouillage, il est en réception. Mais surtout si c'est quelqu'un qui se plaint d'être brouillé, la première chose que vont regarder les fonctionnaires chargés du contrôle, c'est est-ce que le journal de bord est bien tenu, est-ce qu'il est à jour. Il doit être conservé pendant 1 an à compter de la dernière inscription. Et en règle générale, dans la vraie vie, on le conserve quasi indéfiniment. Avant la décision 2012-1241, donc avant cette décision, donc il y a 10 ans en arrière, il y avait en plus quelques informations, notamment le journal de bord peut être tenu sur un journal à page numérotée et non détachable. Ça, c'est quand on a un journal de bord sous format papier. En fait, ça, c'est typiquement le type de, un petit peu du style registre légal. Donc un cahier qui est relié. Donc vous avez numéroté les pages, comme ça vous ne pouvez pas arracher une page. Voilà, vous ne pouvez pas arracher une page. Et puis vous ne pouvez pas non plus, si c'est un classeur à anneaux par exemple, vous pouvez facilement rajouter des pages ou les remplacer. Alors que là, avec un journal à page numérotée et non détachable, il n'est pas imprimable celui-là. Voilà, non, mais ça c'est dans le cas d'un journal papier. Lorsqu'on n'est pas sous forme de papier, on peut être aussi tenu informatiquement. Alors dans un très vieux texte antérieur à 2012, il était aussi précisé que le fichier devait être indexé séquentiellement. Ce qui veut rien, enfin de nos jours, avec une base de données, ça ne veut strictement rien dire. Hein, c'est-à-dire qu'auparavant, en fait, ils demandaient que le fichier informatique, il y ait grosso modo une ligne par contact. Je fais simple. Et c'est pour ça qu'ils appelaient ça de cette manière-là. Bon, après. Voilà, mais maintenant, avec les systèmes qu'on a, qui fonctionnent plutôt sous forme de base de données, cette notion de une ligne égale un contact, ça ne veut strictement rien dire. Et puis en fait, il y avait un troisième élément qui était, donc c'était soit tenu papier, soit informatiquement, ou adapté pour les handicapés et les non-voyants. C'est-à-dire qu'un handicapé, enfin tout moi par exemple un non-voyant, peut tout à fait avoir un journal de bord en braille. Alors l'administration va peut-être avoir un peu de mal à décrypter, mais il a le droit. Enfin voilà, mais ces dispositions-là n'ont pas été reprises dans la décision 12-1241, donc vous pourriez peut-être entendre parler de ces trucs-là, mais sachez que ce n'est plus à l'ordre du jour. Voilà, ce qui est obligatoire, là, c'est tout ça, et il y a des questions là-dessus. Il n'y a pas de questions sur le lieu d'émission, c'est pour ça que je ne l'ai pas surligné, enfin souligné, pardon. On va voir maintenant l'exploitation d'une station. Alors, premièrement, quand vous allez passer l'examen, une fois que vous aurez passé l'examen, vous allez donc recevoir votre
votre certificat d'opérateur, et avec ce certificat d'opérateur, vous avez un dossier à monter pour une demande d'indicatif d'appel. Donc vous renvoyez ça évidemment à la NFR, et la NFR vous envoie sous une dizaine de jours, on va dire, c'est dans la semaine souvent, mais ça peut prendre jusqu'à 10 jours, une notification de l'indicatif d'appel. Cette notification de l'indicatif d'appel, elle est à une adresse que vous avez déclarée à la NFR, qui n'est peut-être pas votre résidence principale, qui peut être très bien votre résidence secondaire. En fait, vous pouvez avoir deux adresses. L'adresse postale, celle où vous voulez recevoir le courrier, et l'adresse que vous déclarez à la NFR, qui peut être votre maison de campagne. En tout cas, c'est l'adresse de la station. C'est l'adresse où il y a la station. D'accord? Alors, en règle, enfin, je dirais que 99% des gens ont l'adresse indiquée courrier égale à l'adresse de la station. Mais on peut très bien imaginer, bon, faut être tordu, hein. L'adresse de la copine. Bah, l'adresse de la copine, parce que la station, elle est chez la copine, et que voilà, parce que peut-être que vous avez un petit studio au rez-de-chaussée d'une tour de 35 étages, et donc difficile à installer quelque chose, et puis bah voilà, la copine, elle a une grande maison à la campagne, et donc vous n'êtes pas obligé non plus que ce soit chez vous. On ne va pas vous demander un titre de propriété. Donc cette station fixe, elle est utilisée depuis l'adresse déclarée à la NFR. Donc c'est cette adresse que vous avez déclarée comme étant l'adresse de la station que vous allez utiliser en station fixe, c'est-à-dire comme l'indicatif est donné pour une adresse, bah vous allez donner l'indicatif tout simplement, sans rien de plus, sans préfixe ni suffixe. Voilà. Donc moi je suis F6GPX, là j'ai masqué mon nom, mon adresse, mais là c'est mon nom, mon adresse, et ici, enfin voilà, là, zoom. J'ai caché mon nom, mon adresse. Oui, puisque ici, ça c'est mon adresse courrier. Et ici, c'est l'adresse de la station, qui peut être différente. Et ici, c'est bien mon indicatif. Voilà. Et vous remarquez que c'est un duplicata. Donc ça c'est, et on va voir après comment on fait pour déclarer cette adresse à la NFR. Si je n'utilise pas mon indicatif à cette adresse ici, dans ce cas-là, 3 cas, et il n'y a que 3 cas possibles en France tout au moins. La station, et donc ça c'est précisé dans l'article 7 de l'arrêté du 21 septembre 2000 modifié récemment. Enfin, modifié en 2000, il y a 3-4 ans, donc c'est assez récent. La station est transportable, et dans ce cas-là, on va utiliser, après l'indicatif, le suffixe /p quand je suis en morse, et je vais dire portable lorsque je suis en téléphonie. Par exemple, lorsque j'émets ici depuis le Radio Club, soit j'utilise, enfin moi j'utilise l'indicatif du Radio Club, donc on va voir tout à l'heure comment ça se passe. Donc je dis Foxtrot F6 KGL opéré par F6 GPX. Mais si j'utilisais mon propre indicatif, je devrais dire F6 GPX portable.
Parce que la station ici, elle est transportable, c'est-à-dire elle est construite de manière à être déplacée, c'est la station du Radio Club, mais ne peut fonctionner pendant son transport. Parce que, voilà, moi j'ai l'antenne qui est en haut du pylône, je vois difficilement comment je peux balader le pylône. Je peux éventuellement changer de place l'émetteur ici à l'intérieur de la salle du Radio Club, mais pour autant je ne suis pas portable. Parce que finalement, ce qui m'importe, c'est mon antenne d'émission. Celle-là, elle ne va pas bouger. Je peux vous dire que je ne monte pas tous les jours au pylône pour changer l'endroit. Voilà. Donc, la station, là, elle est transportable dans ce cas-là. Deuxième cas, la station, elle est mobile. Et donc là, je vais utiliser en morse la barre de fraction M, après mon indicatif, ou quand en téléphonie, je vais dire mobile. Et donc là, la station mobile, elle peut être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, donc par exemple dans ma voiture, ou pendant des haltes en des points non déterminés. Donc ça veut dire que là, j'ai un petit, je peux utiliser un petit talkie-walkie là. Donc je peux être soit dans une voiture, soit sur un vélo, soit à pied. Voilà, je suis en balade et c'est un équipement donc qui fonctionne voilà, en mouvement ou pas. Alors, petite précision, une station peut être montée sur un aéronef. Alors, c'est quoi un aéronef? C'est quelque chose qui vole et qui n'est pas retenu au sol. Donc, un ballon captif, par exemple. Donc, un ballon captif, c'est un ballon gonflé à l'hélium, hydrogène ou peu importe, enfin, un ballon, mais qui est retenu au sol par un câble, une ficelle. Donc, ça, c'est pas un aéronef. L'aéronef, c'est quelque chose qui est libre. Et donc, par exemple, un avion, alors un avion, il faut faire attention parce que il y a des... Un avion de ligne, ça ne va pas être possible. Parce qu'il faut avoir les autorisations de toutes les autorités nécessaires. Je pense que le commandant de bord de l'avion ne va pas vous permettre d'utiliser votre station à bord de l'avion. Voilà. Donc, voilà. En revanche, à bord d'un ULM, pourquoi pas? Voilà. Et à bord de notamment des ballons. Alors, il y a une activité radio-amateur autour des ballons qui s'appelle les ballons de haute altitude, où en fait, voilà, on gonfle un ballon à l'hélium et il y a sous le ballon il y a une nacelle avec un peu d'équipement, enfin, des expériences, des mesures, et on se sert d'une voix radio sur les bandes radio amateurs pour récupérer les informations. Donc du coup, l'émetteur, il est bien dans la nacelle du ballon. Et du coup, il est bien sur un aéronef. Mais pour autant, il faut bien demander les autorisations nécessaires, notamment auprès de la DGAC, lorsque vous lâchez un ballon. Parce que le ballon, il va traverser les zones de vol, et il faut que tout le monde soit bien au courant que vous lâchez un ballon. Qu'il n'y ait pas un ballon qui passe devant le nez d'un avion de ligne. Sinon, ça va. Vous risquez d'avoir des problèmes. Donc voilà, donc une station peut être montée sur un aéronef, mais encore une fois, il faut avoir toutes les autorisations nécessaires. Pour ça que je vous... Alors, c'est pas écrit dans le texte, mais quand on parle d'aéronef, derrière, on pense tout de suite à DGAC. Hein, c'est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc ça, c'est pour la France. Et
et donc la DGAC fait après le... et donc faut déclarer un plan de vol. Hein. Évidemment, c'est bête à dire, mais si vous êtes en mobile, il faut respecter le code de la route si vous conduisez en même temps que vous trafiquez, parce que c'est pas parce que vous avez une licence radio amateur que vous avez le droit d'utiliser un microphone, enfin d'utiliser le microphone en roulant. C'est comme le téléphone portable. Il n'y a aucune dérogation. Tous ceux qui disent oui, j'ai une licence radio amateur, donc je fais ce que je veux, c'est faux. Et la NFR l'a bien rappelé dans un courrier où il y avait eu une demande si on était autorisé s'il y avait une exception pour le code de la route. Non, il n'y en a pas. Pareil pour les camionneurs. Et pas, oui, mais c'est valable pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour les radioamateurs, évidemment, c'est valable pour tout le monde. Et enfin, troisième cas, la station est installée au bord d'un navire et il faut que ce navire soit situé hors des eaux territoriales. S'il est dans les eaux territoriales, c'est-à-dire, alors on va voir ce que ça veut dire eau territoriale, mais évidemment si la station est installée sur un bateau qui est à quai, il n'est pas maritime mobile. Même chose, une péniche, par définition, une péniche, elle n'est pas dans la mer. Ou alors je ne connais pas bien. Voilà, vous pouvez imaginer une péniche dans la mer. J'ai un peu de mal, mais donc pourquoi pas. Il y aura peut-être quelques problèmes assez rapidement de flottaison, mais bon, pourquoi pas. Voilà, donc si la station est installée à bord d'un navire, lequel navire est dans les eaux internationales, donc hors des eaux territoriales, on utilise le suffixe en morse /mm et en téléphonie maritime mobile. Alors, pour revenir à portable, mobile et maritime mobile, en fait là ce sont des mots français, enfin, qu'on utilise en français, mais à l'origine ce sont des mots anglais. Et c'est en utilisant le sens anglais qu'on va mieux comprendre comment ça fonctionne. Exemple, la station est mobile. Mobile, faut prendre ça au sens anglais du terme, c'est-à-dire mobile. N'oubliez jamais que les Anglais, pour le téléphone portable, ils appellent ça un mobile phone. Donc quand on parle de portable, portable en anglais, portable, ça veut dire plutôt transportable, plutôt que portable avec la connotation française. Un portable, c'est vraiment, on ne devrait pas dire d'ailleurs portable, on devrait dire portable. Et de même, on ne devrait pas dire mobile, on devrait dire mobile. Et même chose ici, maritime mobile. Maritime mobile, on comprend mieux, on sent mieux le truc. Mais l'idée, c'est faut se rattacher à la, ce que veut dire ce terme-là en anglais. Rappel des eaux internationales, c'est lorsqu'on est à plus de 12 000 nautiques d'une côte. Et donc une côte, pour la France où il y a des fois des grandes marées, la côte s'arrête à l'endroit de la marée la plus basse.
et non pas... parce que sinon, ça fait que de bouger. Hein. Par exemple, dans la baie du Mont-Saint-Michel, là, on ne sait jamais où on est. Ouais, c'est la lune en fait. Et donc, c'est de toute façon, sur les cartes marines, c'est bien indiqué où s'arrêtent les côtes officiellement. Et donc après, bah, il suffit de mesurer. De toute façon, ça tombe bien parce que la plupart du temps, les cartes marines sont, enfin, il y a l'échelle en miles, donc, enfin plutôt en milles nautiques. Et donc cette ligne de 12 000 nautiques des côtes, ça fait environ 22 km. Et 22 km en mer, ça fait quand même un petit bout de chemin. À 22 km, sauf exception, on voit plus trop la Terre. Ouais. Sauf si y a une grosse montagne, mais si c'est la plaine, on voit plus trop la côte. Hein. Et d'ailleurs, cette limite là, c'est la fameuse différence entre le permis bateau côtier et le permis bateau hauturier. Le côtier, on doit être non seulement dans la limite de 12 000 nautiques des côtes, mais aussi de mémoire à 20 000 nautiques d'un abri. Donc un port en clair. Quand on va chercher dans le RR, on s'aperçoit que la station radio-amateur installée à bord d'un navire est assimilée à une station de navire. Ah ouais. Et donc elle suit les règles des stations de navire. C'est-à-dire que à bord du bateau, on utilise la réglementation du pavillon du bateau. Du pavillon. Un bateau javanais. Et voilà, si c'est un bateau javanais, alors pour autant il faut, enfin je suppose, mais c'est pas écrit, il n'y a pas de question heureusement. Le plan de bande de l'Indonésie, il s'applique qu'en Indonésie, quoi. Donc, difficilement en Amérique ou en Europe. Donc voilà. C'est juste peut-être la subtilité du truc. Et enfin, comme ici, on rappelle que bah, c'est une station de navire, du coup, la station, elle relève de l'autorité du capitaine. C'est-à-dire, en clair, pour émettre sur un bateau, quel que soit le type de bateau, exemple un cargo, exemple un bateau de croisière, il faut demander l'autorisation au capitaine. Donc si vous voulez faire une croisière à bord des paquebots Costa, n'importe quoi, ou MSC Croisière ou tout ce que vous voulez, il faut demander l'autorisation au capitaine d'utiliser votre station, même si c'est un petit talkie-walkie. Bon, ça c'est la théorie. Mais voilà, le texte c'est ça. En règle générale, enfin, sur les bateaux de croisière, pas certains, mais à bord des cargos, il y a eu des radioamateurs qui ont fait quelques croisières justement à bord de cargos, et parce que bah, ils travaillaient hein, à bord, et ils avaient bien leurs installations radio à bord du cargo. Donc ça posait aucun problème, et ils ont pu faire comme ça des contacts de par le monde. Donc voilà, les trois cas où vous allez utiliser un suffixe. Donc à chaque fois, c'est un suffixe. Alors, par exemple, un radioamateur émettant le code Morse depuis sa résidence secondaire ou la station d'un autre radioamateur, ça c'est aussi un cas de figure. C'est-à-dire que moi, F6GPX, si je vais chez un copain et que j'utilise sa station, je vais être en portable du coup.
D'accord? Ouais. Et donc j'utiliserai mon indicatif F6 GPX Là, je portable. Enfin, /P si je suis en morse, portable si je suis en téléphonie. Un radioamateur émettant en téléphonie depuis un véhicule ou se promenant à pied épellera son indicatif d'appel sous la forme Foxtrot 5 Alpha Bravo Charlie mobile. Ou mobile si vous voulez jouer les anglophones. Une station installée sur un bateau situé dans les eaux territoriales sur un fleuve ou à quai dans un port est assimilée à une station mobile. Puisque si je suis sur un bateau, ça peut bouger. D'accord? Même si je suis à quai, ça peut bouger. Et une station installée sur un ULM portera un suffixe /M. Le changement d'adresse doit être notifié. Donc, si vous voulez changer d'adresse de la station, vous pouvez le faire, mais il faut quand même prévenir la NFR que vous avez changé d'adresse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de le faire avant. Vous pouvez le faire en même temps, mais au plus tard dans les 2 mois qui suivent le changement d'adresse. Et donc ça, il y a le pôle administratif de Saint-Dié-des-Vosges qui gère l'ensemble de l'annuaire à NFR. Et donc ce changement d'adresse, ça peut s'effectuer soit sous forme papier, soit en ligne sur le site de la NFR. On va voir, là j'ai essayé tout à l'heure, visiblement le site n'est pas disponible, il est en maintenance, mais bon, on va voir. Et donc c'est cette même déclaration que vous allez faire lors de la première fois, c'est-à-dire l'attribution d'un nouvel indicatif. Si vous avez votre nouvel indicatif, vous venez d'avoir votre examen, eh bien vous allez avoir à remplir un papier sur lequel vous allez indiquer votre adresse. Et si en changeant d'adresse, vous changez de localisation, la localisation c'est le préfixe, on va voir les préfixes la semaine prochaine. Et si vous, par exemple, vous étiez en France métropolitaine et que vous déménagez en Martinique, eh bien vous allez changer l'indicatif. Et donc c'est au moment où on déclare le changement d'adresse que la NFR génère finalement votre nouvel indicatif. Parce qu'évidemment, si je pars définitivement pour ma retraite en Martinique, F6 GPX, je ne pourrais plus l'utiliser. Je ne pourrais l'utiliser que si je reviens en France. Comme une bagnole allemande qui garde son IMAC. Voilà. Non, mais si je déménage en France de chez moi de Neuilly-Plaisance et que je descends à Marseille, si je m'installe à Marseille, je garde mon indicatif, pas de problème. Ce que tu as dit précédemment, je ne pas compris. Je suis à Neuilly-Plaisance et je pars en Martinique. Oui. Ce n'est pas le même préfixe de localisation. Ah oui, tu as changé de région. Oui, voilà. Mais si tu restes. Mais si je reste dans France continentale, mon indicatif, il ne change pas. Tu vas en Suisse, c'est pareil. Ah Suisse, je suis plus en France. Hein. Ah oui. Dans ce cas-là, il faut que j'ai un indicatif suisse. Et donc ça, on verra ça lors de la prochaine séance. Alors, petit cas très tordu, j'en conviens. Les textes en vigueur ne règlent pas le cas du radioamateur français en déplacement
qui n'émet pas depuis le territoire pour lequel son indicatif d'appel lui a été attribué. Par exemple, Fifou, F1GMA, il habite à Noisy-le-Grand, il est parti chez sa belle famille en Guadeloupe. Quel indicatif va-t-il utiliser? F1GMA portable. Voilà. Pourquoi? Alors, il vous dit, bah oui, il est portable, mais il n'est plus en France. Enfin, il n'est plus en France métropolitaine. Mais quand même, il est portable. Parce qu'il est quand même sur un territoire français. Et la règle, nous, radioamateurs, en fait, on va préciser ça. C'est-à-dire que Fifou, il va dire, eh bien, moi, je suis FG, puisque c'est Guadeloupe, FG, barre de fraction, F1GMA, barre de fraction portable. Pour que il n'y ait pas de confusion. Parce que si en Guadeloupe ils entendent un F1GMA portable sur 144, ils vont se dire oh putain le coup de propagation. Ce qui est faux. Donc voilà. Encore une fois, ce ne sont que des usages. Et alors il y a eu des textes qui parlaient de ça, mais qui ont été abrogés de mémoire en 85. Donc, c'est-à-dire qu'avant 85, il fallait préciser dans son préfixe quand on était en dehors du lieu où on est, enfin, où on a notre indicatif. Cas plus pratique, quand on va en Corse, qui est quand même beaucoup plus simple que la Guadeloupe, quand on va en Corse, même chose. En Corse, je vais utiliser l'indicatif F6GPX portable. Et même si je suis à Marseille, ça sera F6GPX portable. Alors, si je suis à Marseille, je ne vais pas dire portable Marseille, je vais dire portable 13 par exemple, pour dire portable dans le département des Bouches-du-Rhône. Donc voilà. Alors encore une fois, ce ne sont que des usages et aucunement il y a un texte de réglementation qui nous impose de rajouter un suffixe devant ou un préfixe plus long avec l'indication du département. Donc là, je vous ai donné deux exemples. Un radioamateur novice domicilié en Alsace émettant depuis son lieu de vacances en Martinique ou à Paris utilisera l'indicatif d'appel F0ABC portable sans plus de précision. En revanche, l'usage va faire que s'il est en Martinique, il va utiliser un indicatif du style FM ABC portable, donc il va rajouter FM devant, ou lorsqu'il est à Paris, il va rajouter 75 à la fin, le numéro de département. Alors en fait, ça c'est tout simplement parce que quand on contacte quelqu'un et qu'on va rechercher sur, par exemple, l'annuaire ANFR, eh bien, on va pas trop comprendre parce qu'on va voir F0ABC, une adresse en Alsace, et on contacte ce F0ABC sur le relais en 144 à Paris, et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a une belle propagation. Et en fait, pas du tout. Il est en portable, et on précise 75, parce que... alors aussi, on peut préciser 75 pour, par exemple, faciliter le pointage des antennes, c'est-à-dire bien envoyer les antennes sur le 75 et pas sur les As si on est sur 144 par exemple. Voilà, donc cap tordu.
Alors, exploitation d'une station. On revient au code des postes et communications électroniques. Et dans ce joli code, on a un article qui est le L349 qui est valable pour tout le monde, radioamateur ou pas. Et il est écrit: les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Alors, c'est quoi les exigences essentielles? Eh bien, c'est par rapport à des textes, notamment deux textes. Un texte qui est lié à la compatibilité électromagnétique, donc c'est là ce qu'on appelle la directive CEM, qui est donc la 2014-30 CE, et il y a aussi la 2014-53 EU, qui est la RED, la Radio Equipment Directive. Donc ce sont deux directives. Il y en a une qui s'adresse à tous les équipements électriques et électroniques, donc pas spécialement du matériel radio, matériel électrique et électronique. Ça a été transposé en droit français par le décret 2015-1084. Alors juste un truc, encore une fois, comme on est en France, la 2014-30 CE, donc ça c'est début 2014, et elle imposait que le texte soit transposé en droit national avant le 31 décembre 2015. Et bien, comme toujours, la France, qui brille par sa rapidité, a publié le texte, là, le décret 2015-1084, en décembre 2015, c'est-à-dire quelques jours avant la date d'échéance. Mais ça, on a l'habitude, on est super rapide. Cette directive européenne, donc cette directive CEM, c'est celle qui impose le logo CE sur tous les matériels qui sont conformes à cette directive. Donc cette directive CEM, c'est elle qui détermine comment le logo CE est apposé sur le matériel qui est mis en vente sur le territoire français et européen d'ailleurs. Et donc ce logo CE est déposé après évaluation du matériel par un laboratoire agréé ou par autocontrôle du fabricant. Et en règle générale, surtout quand c'est du matériel qui provient d'Asie du Sud-Est, c'est plutôt de l'autocontrôle, donc c'est ce qu'on appelle un marquage déclaratif. Donc avant, grosso modo, c'était la bascule s'est faite aux alentours de l'an 2000. Avant l'an 2000, le logo CE, c'était absolument par un laboratoire agréé et agréé en Europe. Puis, ça s'est légèrement changé, c'est-à-dire que les laboratoires agréés pouvaient être aussi originaires de pays autres que l'Europe. Et puis, il y a de ça une quinzaine d'années, maintenant, on peut être uniquement en autocontrôle. Donc le fabricant, il dit: je suis certain, j'ai fait mes contrôles, que le matériel, il est conforme aux exigences essentielles, et donc je mets le logo CE sur mon matériel. Donc voilà, ça pose quand même quelques problèmes. Donc le fait de dire logo CE, de nos jours, ça veut strictement rien dire. Petit rappel aussi de l'article 23 du Code des postes et communications électroniques, qui est relié ici au 34.9. Hein. L'évaluation du matériel ne s'applique pas aux constructions personnelles réalisées par les radioamateurs. Ça, c'est quelque chose
il y a eu un gros lobbying qui a été fait par des personnalités radioamateurs auprès des services de l'État pour garder, parce que ce texte-là, il est assez ancien, et il est conservé à chaque remaniement du Code des postes et communications électroniques, et c'est super important ça, parce que sinon, à partir du moment où vous modifiez du matériel, eh bien vous perdez le logo CE, et automatiquement, vous n'êtes plus en conformité avec les exigences essentielles. Donc c'est pour revenir finalement à faire en sorte que le matériel réalisé, donc que ce soit du matériel modifié ou du matériel créé par les radioamateurs, on n'est pas obligé de passer par un laboratoire qui agréera votre matériel. Et là, on parle bien à chaque fois de matériel d'émission. Et donc cette exception, c'est-à-dire que cette évaluation ne s'applique pas aux constructions personnelles réalisées par des radioamateurs, c'est aussi confirmé par un décret, le 2015-1084, et dans la direction CEM. Donc dans ces trois textes, le CPCE, le décret 2015-1084, qui est la transposition du décret de la directive CEM, et dans la directive CEM en elle-même, il est bien rappelé que les constructions radioamateurs ne sont pas soumises à cette évaluation et donc à passer par un laboratoire agréé pour valider la conformité du matériel. La directive RED, donc c'est la 2014-53 UE, vous voyez 2014, donc ce sont des textes qui ont bientôt 20 ans. Elle a été transposée en droit français 2016-493, donc là, on avait aussi un peu de retard, et même on avait beaucoup de retard, puisque ça a été, je crois, avec 3 mois de retard. Alors, des questions. Une bidouille dans un poste CE entraîne un déclassement. Exactement. À partir du moment où vous modifiez l'appareil, votre appareil, il est plus conforme aux exigences essentielles, donc le logo CE, il tombe. Alors, d'une part, il y a la garantie constructeur qui tombe. Bon, ça peut ne pas être grave si le matériel est ancien, au-delà d'un an, au-delà de la garantie, quoi. En revanche, qui tombe, c'est le logo CE. Mais c'est exactement comme les voitures, hein. Vous ne pouvez pas modifier votre voiture parce que sinon elle est plus reconnue par les mines. Donc c'est exactement la même problématique, hein. Les seuls qui peuvent conduire des voitures non homologuées par les mines, ce sont pour les voitures anciennes. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et si c'est une voiture récente, non classée voiture ancienne, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Après, il y a tous les problèmes d'assurance en plus derrière qui viennent se greffer. Et là, c'est exactement pareil. Transposition donc de cette RED, début 2016, donc avec de mémoire 3 mois de retard. Donc là, on était juste à temps. Là, on avait 3 mois de retard en France, comme toujours, très rapide. Et donc cette RED, elle concerne tout émetteur ou récepteur de radiocommunication. Et donc, par définition, tout ce qui est filaire sont exclus. Mais si c'est filaire, du coup, on se rattache à la CEM. Et donc, nous, radioamateurs, on a la CEM et on a la RED pour tous nos équipements. Et c'est valable à l'émission et à la réception. Et en plus, on a
une norme, la norme EN 301-783, qui définit les caractéristiques techniques à respecter pour les équipements radioamateurs mis sur le marché. Et donc cette norme, évidemment, elle se rattache à la RED et à la CEM, et elle décrit quelques, quelques caractéristiques, notamment pour les émetteurs, les émissions indésirables, hein, ce qu'on avait vu au départ, les rayonnements non essentiels, et en réception, c'est le fait que le récepteur soit pas brouillé, enfin tout au moins soit brouillé le moins possible par toute émission à proximité qui pourrait poser problème. Voilà. Donc il y a très peu de questions sur ça à l'examen, hormis ici sur ce qu'on appelle les exigences essentielles. Donc, alors ça, j'ai eu un témoignage justement sur le chat il y a maintenant 3 ans, mai 2019. Donc ça, c'est quelqu'un qui travaille, voilà, dans l'industrie électronique, et donc voilà, qui m'a donné quelques points, et ça permet comme ça d'éclaircir un peu ce dont on parle. Donc voilà, c'est 2008 où le marquage n'est plus que déclaratif. Donc 2000, c'est le marquage tout au moins le laboratoire agréé qui peut être un laboratoire en dehors de l'Europe, ça c'est 2000. Et 2008, le marquage peut n'être que déclaratif. C'est-à-dire que la société qui conçoit ou fabrique un matériel peut imposer la marque sans passer par un laboratoire. Et en cas d'accident, et donc de plainte, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un accident, donc qu'il y ait des recours, le tribunal ira chercher le responsable du constructeur pour qu'il démontre que le matériel est conforme aux normes. Donc une société française préfère avoir un certificat d'un laboratoire pour se protéger lorsque sa responsabilité est recherchée. Par contre, le problème est qu'un tribunal français n'ira jamais rechercher le responsable d'une société au fin fond de la Chine, surtout que les lois européennes ne s'appliquent pas forcément à ces personnes. Mais le droit du commerce international s'applique à l'Europe, qui ne peut empêcher l'importation ou la vente du matériel marqué CE. Donc en fait, on se retrouve devant un truc absolument, un imbroglio pas possible. C'est-à-dire qu'en cas de problème, on n'ira pas rechercher le distributeur, parce que lui, il a fait que son boulot de distribution, le revendeur, même chose, et on n'ira pas rechercher non plus le fabricant, parce que on n'a aucun moyen de pression sur lui. Ou alors, il faudrait que ce soit un truc énorme. Mais généralement, voilà, si c'est juste le fait que le matériel brouille, finalement, il n'y a pas mort d'homme. Et bien en plus, là-dedans, l'histoire de vente de matériel sur Internet, et donc là, qui ne passe par aucune barrière d'importateur ou de distributeur, et on en arrive à des aberrations avec du matériel qui arrive, qui est absolument pas conforme, mais qu'on ne peut strictement rien faire. La seule chose que l'on peut faire, c'est au moment de l'arrivée, donc en dédouanement, qu'il y ait un organisme qui vérifie que la norme n'est pas respectée
et dans ce cas-là, le matériel est détruit. Mais en aucun cas, le fabricant, il se retrouve, alors évidemment son matériel est détruit, bah, pas grave, hein, il en renvoie d'autres. Et puis les délais sont juste un peu rallongés pour la livraison du matériel. Alors, petite remarque aussi de mon auditeur, ceci dit, j'ai déjà vu du matériel conçu et réalisé par une société française avec un marécage CE fait par autodéclaration et qui avait des tensions de 15 000 volts accessibles à main nue, parce qu'évidemment ces tensions dangereuses, si on regarde les règles ici notamment de la CEM, eh bien, dès qu'il y a une tension supérieure à 50 volts, elle doit être dans un compartiment cloisonné, entre guillemets, c'est-à-dire difficilement accessible à main nue. Et ça, c'est parce que c'est du matériel électrique. Mais aussi, on a du matériel électronique. Enfin, la directive CEM, elle est très large. Elle s'occupe de la sécurité, mais aussi de tout ce qui est rayonnement non essentiel. Donc auparavant, dans les années 2000, il y avait ce logo, la CE, qui fleurissait, qui ne voulait pas dire du tout, parce que CE, c'est conformité européenne. Et là, en fait, ce CE voulait dire China Export. Et on voit bien que c'est pas du tout les mêmes, le même graphisme. Enfin, il ressemble, mais c'est pas le même. Et donc ce logo, c'est ce que j'appelais moi un logo abusif, c'est-à-dire que le balayeur d'un fabricant peut signer le certificat d'homologation CE, et donc tout va bien, quoi. Et encore une fois, le seul risque qu'encourt le fabricant et l'importateur, c'est que le matériel soit détruit lorsqu'il passe par la douane et donc les services de la répression des fraudes. Ça, au moment de Noël, on entend parler tout le temps des jouets qui ne sont pas conformes. Alors, évidemment, ça n'a rien à voir avec notre activité, mais le nombre de jouets qui ne sont pas conformes aux normes, puisqu'il y a des normes aussi pour les jouets, en fait, comment dire, ces containers avec ces produits sont détruits. Pour autant, c'est certain qu'ils ont tous un joli logo CE. Autre sujet, c'est la puissance apparente rayonnée. On a un texte qui date de 2007 qui dit que déjà toutes les stations d'émission professionnelles doivent être répertoriées sur un site qui s'appelle en France Carto Radio. Alors, au départ, les stations radio-amateurs n'étaient pas concernées. Et puis, sous la demande pressante de certaines associations, on a la NFR, enfin tout le monde pas la NFR, la DGE a été obligée de modifier l'arrêté, et depuis, donc, on est obligé de déclarer la PAR, la puissance apparente rayonnée, lorsqu'elle est supérieure à 5 watts. Heureusement, cette déclaration n'est pas reprise dans Carto Radio, qui ne recense que les stations professionnelles. Donc dès qu'il y a une station d'émission, notamment les antennes relais de téléphonie, ça, elles y sont toutes. Et puis aussi les relais pour les ambulances, pour les que sais-je, enfin tous les systèmes fixes, les pompiers aussi. Police, pas certain, parce que je pense que c'est sous le... Enfin, c'est pas secret défense, mais voilà, il y a tout ce qui est intérieur et défense, je pense qu'ils sont exonérés. Mais voilà, tous les professionnels, en tout cas, eux, ne sont pas exonérés de cette déclaration.
évidemment, ça ne concerne que des stations fixes. Les stations mobiles, évidemment, celles-là ne sont pas concernées parce que sinon, ça serait difficile. En tout cas, nous, radioamateurs, on est soumis à cette déclaration PAR que la NFR garde par devers elle, qu'elle ne communique pas. Et donc, c'est une information qu'on est obligé de donner quand on identifie sa station et quand on donne l'adresse. Donc, sur cette déclaration ANFR, c'est cette même déclaration que l'on fait, que l'on a quand on modifie l'adresse, en fait. Quand on modifie l'adresse, eh bien, on donne du coup les coordonnées GPS de la station et la PAR maximum utilisée par la station dans les 4 gammes d'ondes suivantes: HF, VHF, UHF, SHF. Donc il y a 4 cases et on indique à chaque fois la PAR pour ces 4 gammes d'ondes, la PAR maximum utilisée. Donc on verra plus particulièrement ces gammes d'ondes dans la partie technique, ainsi que le calcul de la PAR, de la puissance apparente rayonnée. Donc tout au moins avoir des notions de savoir de quoi on parle. Parce que c'est pas aussi évident que ça. Ceci se fait sur la déclaration en ligne, ici, et donc ça permet notamment de changer son adresse. Le matériel d'émission en lui-même n'a pas à être déclaré, c'est-à-dire qu'on déclare la puissance. La NFR n'a pas à connaître la marque de votre émetteur ni le type d'antenne utilisée. C'est juste la PAR dont ils ont besoin. Donc le matériel d'émission n'a pas à être déclaré, mais par contre, évidemment, si vous changez de matériel, n'oubliez pas éventuellement de changer votre déclaration PAR. Ça se fait en ligne, tout seul. Voilà. Et le matériel de réception, lui, n'a pas à être déclaré puisque l'écoute est libre. Mais vous vous souvenez qu'on avait parlé des scanners lors de la séance précédente. Et donc, voilà, le cas particulier des scanners où il faut demander l'autorisation du Premier ministre. Et pas qu'un peu. Hein. Donc, je vous ai mis à la suite la déclaration PR. Je crois que c'est celle du Radio Club, pas certain. Ou la mienne, je sais plus ce que j'ai fait. Non, je pense que ça c'est le Radio Club. Donc si vous cliquez sur le lien là que je vous ai indiqué, la téléservice radio amateur, que je vous ai indiqué là, je vais le remettre là. Donc, téléservice radio amateur, c'est là où vous pouvez modifier votre adresse. On va regarder si ça marche. Autoriser. Firefox. Est-ce que ça marche? Tout à l'heure, ça merdoyait. Ah bah voilà, raté. C'est en maintenance. Donc, je pourrais pas vous le montrer. Heureusement que j'ai fait mes copies d'écran auparavant. Je ferme ça. Donc, mes copies d'écran. Alors, hop, si ça veut bien agrandir. Donc, la première page, quand vous cliquez sur ce truc-là, oui, vous devez tomber sur la première page où vous indiquez votre adresse mail et votre mot de passe. Alors évidemment, la première fois, faut s'identifier hein, avec son indicatif et un code qui a sur votre notification d'indicatif d'appel. Et une fois que vous avez créé votre compte et votre mot de passe, vous pouvez modifier éventuellement
votre adresse déjà, mais aussi déclarer la puissance apparente rayonnée, modifier la puissance apparente rayonnée. Donc on peut soit créer un compte, redemander le mot de passe si on l'a oublié, et me connecter, donc une fois qu'on a mis son mot de passe. Il y a des tas de possibilités, donc la mise à jour de l'adresse, de l'installation, demander un duplicata, la gestion des indicatifs de Radio Club, de stations répétitrices, les radioamateurs, les indicatifs spéciaux, pardon, et la suspension d'indicatifs personnels qu'on verra la semaine prochaine. Donc ça, c'est tous les pavés que vous pouvez utiliser. Bon, donc là, ça, moi, c'est pour modifier une installation. Donc là, je vous ai fait une copie d'écran. Hein, donc voilà, donc vous avez mon nom, mon prénom, ça c'est bon, l'indicatif aussi. Toutes ces informations-là, je vous les ai retirées pour que ça ne vous intéresse pas. Donc ça, c'est mon adresse ici. Donc l'adresse de la station. Ici, vous pouvez cocher ici cette case si vous voulez figurer sur la liste orange. Donc voilà. Donc ne pas figurer, votre adresse ne figurera pas sur l'annuaire ANFR. Une fois qu'on a rempli tout ça, on fait page suivante. Et ici, donc, à partir de l'adresse que vous avez indiquée là, ici, vous avez Google Earth. Enfin, pardon, c'est pas Google, c'est je sais pas quoi. Un outil de cartographie qui vous permet de, voilà, de zoomer pour savoir précisément où vous êtes. Et si la chose est bien faite, ici vous mettez votre adresse de la station, puisque ici c'est l'adresse postale, là où l'ANFR va vous écrire, et c'est celle qui figurera sur l'annuaire ANFR. Ça, c'est l'adresse de la station. Et le système, une fois que vous allez rentrer ici votre adresse de la station, ça va vous zoomer ici avec ce système de cartographie pour vérifier que c'est bien la bonne adresse et que du coup, les coordonnées GPS, elles vont apparaître ici. Voilà. Et si votre adresse est mal reconnue ici dans le système, que vous êtes en plein milieu de la pampa, eh bien vous cochez ici et vous agrandissez pour montrer l'endroit où se trouve votre résidence principale. Et du coup, les coordonnées GPS apparaissent automatiquement. Là, ici, apparaissent mes coordonnées GPS puisque j'avais mis mon adresse. Ici, j'indique, je coche si j'ai une station qui permet de trafiquer en HF, en VHF, en UHF ou en SHF. Donc ici, il y a indiqué les fréquences. Et en dessous, la puissance PAR sur chacune des 3 bandes. Les 4 bandes, pardon. Et après, faites valider. Et ça y est. Vous avez donc modifié votre PAR. Pour ceux qui veulent, les coordonnées GPS, elles apparaissent aussi dans Google Earth. C'est pas Google Maps, c'est Google Earth. Et donc vous avez les coordonnées GPS, ainsi que l'altitude, ça aussi, ça peut être intéressant. Et donc ça, c'est les coordonnées GPS du Radio Club. Donc depuis 2001, donc c'est 2021, pardon, donc c'est très récent. On peut déclarer sa station à une autre adresse que sa résidence principale.
puisqu'auparavant on n'avait qu'une seule et même adresse qui était en plus la résidence fiscale principale. Donc on ne pouvait pas avoir son adresse à sa maison de campagne par exemple, puisque ce n'est pas la résidence fiscale principale. Maintenant on peut avoir deux adresses différentes, l'adresse postale, qui peut être n'importe quoi, et l'adresse de la station. Ce qui figurera dans l'annuaire ANFR, c'est l'adresse postale, ce qui est très con quand même, parce que si vous avez votre installation qui est à l'autre bout de la France, bah sur l'annuaire ANFR, vous allez figurer à votre adresse postale. Donc voilà, c'est le seul point un petit peu idiot. Donc l'annuaire ANFR n'est pas spécialement utilisable pour savoir où est une station. Enfin, je dirais que 99% des gens ont leur adresse de station égale à l'adresse postale. Il faut être tordu quand même pour faire quelque chose de différent, mais ça peut se faire. Alors, encore un point particulier, la connexion à Internet de nos stations. Donc, le paragraphe 1 du préambule de la décision 12-1241, donc c'est la décision qui avait été publiée il y a plus de 10 ans maintenant. Donc dans ce préambule, il est indiqué la fixation éventuelle des modalités de connexion des stations radioélectriques du service d'abatteur à un réseau ouvert au public, donc typiquement Internet est un réseau ouvert au public, ne relève pas de la compétence de l'ARCEP et du pouvoir réglementaire. En gros, le texte là dit, parce que cette décision 1241, c'est l'ARCEP qui l'a publiée, et l'ARCEP dit, ce n'est pas moi qui interdis la connexion à Internet des stations d'amateurs, c'est finalement le pouvoir réglementaire, donc le ministre chargé des communications électroniques, qui n'a pas fait son boulot. Puisque depuis 2004, le Code des postes et communications électroniques autorise cette connexion. Je vous ai sorti ici le L33.2 qui dit un décret, alors il est assez long le texte, mais je vous ai sorti la partie qui est intéressante. Un décret précis, alors donc le décret, il est pris par un ministre, le ministre chargé des communications électroniques. Un décret précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées au L33.3, donc ce sont les stations radioamateurs, mais pas que, enfin, les stations radioamateurs sont régies par le L33.3, le fameux librement établi. Donc le L33.3 peuvent, sans permettre l'échange de communication entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. Donc on a le droit d'utiliser un réseau fermé, mais pas d'être connecté à un réseau ouvert au public, donc à Internet. Donc on a le droit d'utiliser Amnet, par exemple, qui est un réseau fermé, mais par contre on n'a pas le droit d'utiliser Internet et donc de faire par exemple du remote control de station. Alors, quand on discute avec les gens de la NFR, eux nous disent il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. En fait, c'est une tolérance, mais le texte en lui-même ne l'autorise pas, et les questions d'examen, elles, portent évidemment sur ce texte, et la connexion à Internet est interdite.
C'est pas parce que c'est toléré que c'est autorisé. Donc, rappel, la loi nous autorise à le faire, mais tant qu'un décret n'est pas publié, ce n'est pas autorisé. Ce sont les joyeusetés de la réglementation française. Pour votre information, il y a eu en 2018, en juin 2018, ça fait plus de 4 ans, un texte qui a circulé, qui avait été présenté lors d'une réunion association-administration, qui était donc un projet de décret qui créerait le D99.4 du Code des postes et communications électroniques, qui autoriserait donc les stations d'amateurs à se connecter à Internet dans certaines conditions qui sont indiquées ici. Alors avec ça, donc l'ARCEP et la NFR peuvent chacune respectivement ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité du fonctionnement du réseau ouvert au public ou aux conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait, enfin, les conditions dans lesquelles la connexion à un réseau ouvert au public des stations radioamateurs était prévue. Voilà. Ce texte n'a jamais été publié. Il a dû partir aux oubliettes dans les parapheurs du ministre. Et voilà. Donc, à ce jour, la connexion des stations radioamateurs à Internet est autorisée par la loi, mais n'est pas autorisée par un décret. C'est un truc très franco-français. Histoire de rigoler un petit peu, il n'y a pas de question à l'examen, mais voilà. Les stations peuvent être provisoirement saisies et exploitées s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du Conseil des ministres. Donc ça, c'est dans le préambule de la décision 12-1241, mais ça, c'est valable. C'est la réquisition qui est prévue dans le cas du 65.1 du Code des postes et communications électroniques, c'est-à-dire dans les conditions de l'état d'urgence. Donc, je vous rappelle quand même, l'état d'urgence, on a été sous ce régime pendant 2 ans, suite aux attentats du Bataclan, donc entre novembre 2015 et novembre 2017, et ceci sur tout le territoire. Pour autant, pendant ces 2 ans, il n'y a aucune saisie de matériel radioamateur qui a été ordonnée, je vous rassure. Et puis donc ça c'est l'état d'urgence, et puis après il y a l'état de siège, qui est le niveau un peu au-dessus. Donc on va bientôt peut-être y accéder, on ne sait pas, hein, vu l'actualité internationale en ce moment. Bon voilà, état de siège qui s'applique donc à tout le territoire, et ça c'est l'article 36 de la Constitution. Donc ça c'est sur notre matériel, et puis il y a aussi sur nos fréquences, et là c'est un texte qui est très récent, qui est sorti en début septembre, donc c'est pas encore dans le cours, ça sera dans la prochaine version du cours. C'est le TNRBF en situation de crise. Alors, j'ai pas fait un chapitre spécial sur ce TNRBF en temps de crise, parce que, j'espère qu'il ne sera jamais mis en application, et 2, voilà, on aura d'autres sujets à traiter si on en arrive là. Donc ce TNRBF en cas de crise, il est prévu, c'est au cas où les circonstances prévues par l'article L1111-2 du Code de la Défense sont réunies.
c'est-à-dire menace portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population. Voilà, donc grosso modo, voilà, donc des menaces de guerre, quoi, pour faire simple. Dans ce cas-là, le TNRBF est modifié, et notamment les services donc DEF de la défense et INT de l'intérieur, donc l'armée et la police et la gendarmerie, puisque défense c'est aussi la gendarmerie, INT c'est l'intérieur, donc la police, tous les services qui étaient secondaires deviennent primaires automatiquement, et d'autre part, il y a de nouvelles bandes qui sont autorisées en statut primaire ou en statut secondaire, en complément des bandes qui sont déjà autorisées. Et quand on regarde ce TNRBF en temps de crise, bah, c'est quasiment toutes les bandes. Sauf évidemment les bandes de, par exemple, la bande FM, la bande télévision et les bandes liées à la téléphonie. Quand on parle de téléphonie, c'est uniquement GSM. Tout ce qui est 3G, 4G, 5G, celles-là, les statuts, enfin les services DEF et INT deviennent secondaires. Et même quelquefois primaires. Donc voilà. Mais, alors évidemment, comme c'est quelque chose qui est récent, pour le moment encore aucune question là-dessus, mais je pense pas qu'il y en aura. Voilà, mais bon, sachez que voilà, en temps de crise, en situation de crise, le matériel peut être réquisitionné et les fréquences aussi. Là, je vous ai mis le TNRBF, la page du TNRBF qui a été modifiée. Je ne sais pas si ça va être très lisible, parce que j'ai fait une... voilà, donc les dispositions communes et les modalités relatives à l'affectataire défense, par exemple. C'est assez moche parce que c'est tout petit, mais voilà. Sinon, vous regardez dans le TNRBF, vous allez trouver tout ça. Franchement, il y a... Voilà, si ne cherchez pas trop, sauf si vous voulez voilà, vous renseigner sur cette partie-là. Encore une fois, quasiment pas de questions. Les installations de Radio Club, ça c'est important. Bah, parce qu'ici on est un Radio Club, tout simplement. Donc les installations de Radio Club sont utilisées sous la responsable du titulaire de l'indicatif du Radio Club, qui est lui-même titulaire d'un certificat d'opérateur CEPT. Donc moi-même, je suis responsable de l'indicatif d'appel F6KGL. Puisqu'il faut désigner un responsable. Ce responsable il est désigné auprès de la NFR et en plus c'est indiqué sur l'annuaire ANFR. C'est-à-dire que si vous allez chercher l'indicatif F6KGL sur l'annuaire ANFR, vous allez voir que le responsable de la station c'est F6GPX. Et donc tout opérateur titulaire d'un indicatif d'appel peut exploiter les installations d'un Radio Club en utilisant l'indicatif du Radio Club suivi de son indicatif personnel. Donc on dit F6KGL opéré par F6GPX. Ou en code Morse, F6KGL/F6GPX. Voilà. Évidemment, mais ça va mieux en le disant, l'utilisateur doit émettre sur une bande, dans un mode, et avec une puissance autorisée à sa classe d'opérateur. C'est pas parce que vous utilisez, enfin, c'est pas parce qu'un F0 va utiliser la station d'un Radio Club que pour autant il pourra utiliser la station en décamétrique. Il ne pourra l'utiliser que sur 144 dans les sites
classes d'opération, enfin les 6 classes d'émissions autorisées, et sur 144 uniquement. C'est logique. Il faut que ça c'est pas parce qu'il va utiliser une station de Radio Club qu'il coupera aux obligations qu'il a, parce que rien ne dit que le responsable de la station du Radio Club doit être derrière lui au moment où il trafique. C'est pas comme la conduite accompagnée où on est obligé d'avoir à côté de soi quelqu'un. Là, il a les clés du Radio Club, il peut venir trafiquer quand il veut, tout seul. Et donc, il va être obligé d'utiliser la bande et le mode et la puissance qui est autorisée à sa classe d'opérateur. Bon, des F0, il y en a de moins en moins, et donc voilà, tout le monde peut. On aura moins. Le seul point, c'est sur les. Ce sont sur les opérateurs de l'ex-classe 3. Alors, une petite tolérance dont on va parler juste après, c'est lors des contacts. Alors, ARIS, c'est les contacts avec la station, avec l'ISS. JOTA, c'est les contacts entre scouts par radio. Donc là, ce sont des cas particuliers où les jeunes et les moins jeunes, d'ailleurs, les non-opérateurs, finalement, peuvent prendre le micro sous la surveillance d'un opérateur autorisé. Donc là, c'est bien sous la surveillance. Et donc, il y a eu un courrier qui a fait couler énormément d'encre d'Axel Lemaire, qui était à l'époque secrétaire d'État au numérique. Donc, son portefeuille, c'était les communications électroniques, et qui avait fait un courrier autorisant des jeunes à prendre le micro lors d'un contrat ARIS, mais en prenant ce texte-là, qui est assez large, on peut l'appliquer dans différents cas de tolérance, encore une fois, parce que c'est sous la surveillance d'un opérateur autorisé, qui n'est pas obligatoirement celui du responsable du Radio Club. Rappel, le journal de bord du Radio Club indique les indicatifs des opérateurs qui utilisent la station. Et ça, ce n'est pas dans le chapitre journal de bord, c'est dans le chapitre Radio Club de la décision 12-1241. Dans un texte précédent, il fallait que le journal toutes les pages du journal soient contresignées par le responsable du Radio Club. Maintenant, cette obligation, qui ne veut rien dire quand on a des fichiers informatiques, cette obligation est tombée. Et je n'ai jamais vu de question là-dessus non plus. Tout va bien. Donc ça, c'est le courrier d'Axel Lemaire. Donc voilà. À cet égard, le cadre réglementaire applicable n'est certes pas complètement explicite, mais il n'interdit pas pour autant une interprétation extensive compatible avec la mise en œuvre du projet ARIS 87. Et donc, la conclusion, c'est les collégiens bien pris en charge dans le cadre d'autres structures à vocation éducative, dès lors que la liaison se déroule effectivement sous la supervision d'une personne titulaire du certificat d'opérateur et utilisant l'indicatif requis dans les conditions fixées par la décision ARCEP 12-1241.
Donc, voilà, ça c'était dans le cadre d'un projet ARIS, mais ça peut s'adapter à d'autres cas, comme par exemple le jamboree sur les ondes pour les scouts. Jamboree sur les ondes en anglais c'est Jamboree on the air, donc ça donne Jota. Qui a eu lieu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Voilà. Après les installations de Radio Club, les installations répétitrices, donc ça ce sont soit les balises, donc une balise de donc une station répétitrice, c'est soit une balise de fréquence, donc c'est quelque chose qui émet continuellement, alors qui est du coup est un peu contraire à la réglementation, puisque normalement on ne doit pas utiliser une fréquence en permanence, mais bon, voilà, il y a quelques exceptions, dont notamment les balises, qui permettent notamment de voir, d'avoir un état de la propagation, parce qu'on sait où elles sont, donc on sait quelle puissance elles ont, l'antenne qu'il y a, et donc la puissance apparente rayonnée, et donc si on entend une balise, on peut se dire qu'on va entendre tous les radioamateurs qu'il y a autour, sous réserve qu'ils aient une puissance suffisante, tout au moins équivalente à la puissance de la balise, mais les balises, en règle générale, la puissance elle est assez faible. Elles ont une dizaine de watts, pas plus, avec une antenne omnidirectionnelle. Donc voilà. Autre cas, ce sont aussi les installations automatiques, donc ce que l'on appelle un relais. Donc un relais, ça répète, c'est l'autre nom du relais, c'est un répéteur, ça répète tout ce qu'il entend sur une autre fréquence ou une autre bande. Donc les relais, les répéteurs, c'est sur une même bande, et quand c'est sur une bande différente, ça s'appelle un transpondeur. Mais c'est un relais quand même. Un répéteur sur la même bande, transpondeur sur une autre bande. Et les deux sont des relais. Alors pourquoi deux fréquences différentes? C'est qu'on ne peut pas avoir sur le même site un émetteur et un récepteur en même temps. Donc il faut pour cela qu'il y ait deux fréquences différentes. Sinon ça ne marche pas. Une station répétitrice pourra être établie sur un autre site que celui de la station d'utilisateur. Oui, parce que les balises de fréquence, en règle générale, c'est propriété d'une personne ou d'un radioclub. Et donc, la balise, elle n'est pas obligatoirement sur le site du radioclub ou de l'opérateur. Elle peut être légèrement déportée. Et donc, en revanche, comme pour les stations de Radio Club, le responsable de la station répétitrice est obligatoirement un titulaire d'un certificat AREC. Donc il ne peut pas être titulaire d'un certificat de classe 3. Donc un novice, on appelait auparavant les novices, donc avec un indicatif F0. Évidemment, la station répétitrice ne pourra pas servir à un usage personnel ou un groupe restreint. Ça va à l'encontre de l'éthique radioamateur et ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation. Ça semble bête, mais enfin bon, ça va mieux en le disant. Et donc, notamment la balise, elle ne doit pouvoir transmettre que son indicatif d'appel et les données relatives à sa position, à son fonctionnement, aux conditions locales intervenant sur les conditions de propagation radioélectrique. Donc là, les conditions, les données relatives à son fonctionnement, ça va être par exemple sa puissance et le gain de l'antenne, ou tout au moins la puissance exprimée en PAR, puissance apparente rayonnée. Il doit y avoir systématiquement, notamment pour toutes les stations qui ne sont pas sur le site de la station d'utilisateur,
un dispositif d'arrêt d'urgence, comme pour les relais, comme pour les satellites. C'est-à-dire un système qui fait que, en cas de brouillage, on coupe le relais ou la balise. Voilà. Ça semble bête, mais voilà. Bon, j'ai rarement vu beaucoup de questions sur les relais et balises. Pour les satellites radioamateurs, là maintenant, qui sont un cas particulier de relais, puisqu'on peut avoir des relais qui sont installés sur des satellites radioamateurs, on a quelques informations. Les administrations autorisant les stations spatiales du service d'amateurs par satellite doivent faire en sorte que des stations terriennes de commande en nombre suffisant soient installées avant le lancement, afin de garantir que tout brouillage préjudiciable causé par des émissions d'une station d'amateurs par satellite puisse être éliminé immédiatement. Donc en fait, on va les administrations. Donc ça, c'est dans le RR. Et dans le RR, bah, ça semble évident, mais quand on envoie un satellite, on doit prévoir au moins, alors en nombre suffisant, c'est encore un terme bien onusien, en disant oui, mais combien? Et dans la vraie vie, l'administration française, dans le cas de satellites radioamateurs, elle exige 3 stations terriennes de commande. Donc c'est chaque administration qui va définir le nombre de stations, généralement c'est au moins 3. Et les stations spatiales doivent être dotées de dispositifs permettant de faire cesser immédiatement par télécommande leurs émissions radioélectriques chaque fois que cette cessation est requise en vertu des dispositions du présent règlement. Donc à chaque fois que ça brouille, en fait. Et en France, l'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire est soumise à autorisation du ministre chargé des communications électroniques. Et ça, c'est le 97.2 du Code des postes et communications électroniques qui, encore une fois, ne s'applique pas qu'aux radioamateurs. Ça s'applique à tout le monde. Ça veut dire que les satellites professionnels, l'ANFR, enfin l'ARCEP plutôt, je ne sais pas si c'est d'ailleurs l'ANFR ou l'ARCEP qui gère le truc, vérifiera qu'il y a bien, parce que ça c'est valable pour les stations radioamateurs, mais aussi dans le RR, pour toute station satellite. Et donc pour toutes les stations satellites, il doit y avoir des stations terriennes de commande. Pas que pour les radioamateurs. Les sanctions, donc ça c'est un autre chapitre. Alors les sanctions, elles ont été... il n'y en a plus eu pendant à peu près 9 ans. Entre 2000 et 2009, il n'y avait plus de sanctions. Enfin, tout au moins, les seules sanctions qui existaient, c'était celles du Code des postes et communications électroniques ou du Code pénal. Depuis 2009, on revient à des sanctions, parce que Code pénal, pénal égale prison. Hein. N'oubliez jamais ça. Donc c'était peut-être un peu méchant, si bien qu'il n'y avait aucune sanction qui était prise. Il n'y en a pas plus maintenant, mais voilà, on pourrait les imaginer. Et donc, en cas de manquement à la réglementation, l'indicatif peut être suspendu, et ça, c'est selon ce qui va être jugé, enfin tout au moins, c'est l'autorité qui a délivré l'indicatif qui va donner cette sanction-là, donc qui va être suspendu pour 3 ans au maximum, temporairement, ou révoqué, c'est-à-dire que c'est définitif. Et c'est pas parce qu'on va repasser l'examen radioamateur qu'on va réobtenir un
un nouvel indicatif. Révoqué, ça veut dire qu'on ne pourra plus obtenir de certificat d'indicatif d'appel. Le certificat d'opérateur existe toujours, est toujours valable, mais l'indicatif d'appel ne peut plus être délivré à la personne. Cette décision donc de suspension ou de révocation, elle est motivée, c'est-à-dire qu'il faut expliquer quel est le manquement à la réglementation qu'on a fait, proportionnel à la gravité du manquement. Ouais, enfin, c'est comme toute décision de justice, et notifié à l'intéressé. Donc il faut qu'elle soit notifiée donc, par courrier accusé de réception ou par huissier. Et donc cette décision, elle est prise sur proposition de l'ANFR, de l'ARCEP, d'un ministre ou à la demande d'administration étrangère, après une procédure contradictoire, c'est-à-dire que comme vous avez vous recevez un courrier qui vous dit que voilà, il va falloir vous expliquer parce qu'on a repéré un manquement à la réglementation. Donc vous pouvez vous défendre, c'est cette fameuse procédure contradictoire, et à la fin, la sanction, elle est prononcée par l'autorité qui a délivré l'indicatif, c'est-à-dire avant 2014, le ministre chargé des communications électroniques, et depuis 2014, l'ANFR. Donc, cette autorité qui va prononcer la sanction, ça va dépendre de la date d'attribution de l'indicatif. Donc concrètement, je pense que c'est un texte qui est difficilement applicable. Et si difficilement applicable que, à ma connaissance, il n'a jamais été appliqué. Donc voilà. Donc des questions sur la suspension, quelle est la durée maximum de suspension, mais c'est à peu près tout ce que j'ai vu comme et puis aussi sur les comment dire les autorités qui peuvent proposer une sanction. Parce qu'évidemment, ça ne peut pas être le ministre chargé des communications électroniques ou la NFR qui prennent en charge le dossier. Il faut que ce soit quelqu'un, une autre administration, qui, en fait, le ministre comme la NFR ne peut pas se saisir lui-même. Il faut que ce soit une autre administration, une autre autorité. Mais ça, c'est valable dans tous les textes français. Et donc en plus de ces sanctions qui sont finalement gentilles, on a aussi des sanctions pénales. Et là, on va regarder le code des postes et communications électroniques et on a quelques sanctions pénales. Le 39.1 nous dit que on est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de perturber en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique ou d'utiliser une fréquence en dehors des conditions prévues au L33.3. Donc perturber, faire brouiller en fait, ou utiliser une fréquence sans que vous soyez autorisé, et ben 6 mois maximum 6 mois d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Le 39.6 nous dit que le matériel peut être confisqué ou détruit. Le 39.8, et celui-là il est particulièrement méchant. Toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel attribué à une station de l'État ou une station autorisée, comme une station radioamateur, est punie d'1 an d'emprisonnement. Donc il y a 1 an d'emprisonnement, pas d'amende, mais quand même 1 an d'emprisonnement maximum. Si on utilise sciemment votre indicatif. Évidemment, ces sanctions
ne peuvent être prises par un juge que suite à la constatation d'une infraction. Et pour cela, eh bien, il y a le L40 qui nous dit que, outre les officiers et agents de police judiciaire, donc ça c'est les OPJ classiques, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications, donc notamment ceux de la NFR, peuvent rechercher et constater les infractions. Donc il y a toute une liste de fonctionnaires qui sont publiés au journal officiel et qui sont habilités à constater les infractions au code de poste et communication électronique, notamment utilisation d'un indicatif attribué à une station autorisée. Donc si vous voulez aller un peu plus loin, vous allez chercher dans le code des procédures pénales tout ce qui tourne autour de l'usage du lieu à usage privé, parce que évidemment les fonctionnaires ne peuvent entrer dans les lieux à usage privé, sauf commission rogatoire délivrée par un juge. Et si c'est un lieu à usage public, c'est entre 8h et 20h, uniquement et hors jour férié. Donc voilà. Mais ça, c'est le code de procédure pénale, et heureusement, on ne vous demande pas d'être en plus un pénaliste pour passer l'examen radio-amateur. Juste pour information, il y a aussi les brouillages qui peuvent être constatés par la NFR. Alors, brouillage, c'est quand on émet, et non-conformité de l'installation, c'est quand on subit un brouillage, mais parce qu'on a une installation pourrie. Ah, et donc, c'est la NFR qui constate que soit c'est l'émission qui n'est pas bonne, ou au contraire le matériel de réception qui n'est pas conforme, notamment à la directive RED qui parle des normes des récepteurs radioélectriques. Voilà, on en arrive à la fin du cours. On va passer maintenant au résumé et aux questions d'examen.